Bonjour à tous, hein. On va commencer si cela vous convient. À titre d'introduction, je suis très heureux d'être là. Moi qui viens de Paris, j'ai pu aller déjeuner au port, sentir l'air de la mer, entendre les haubans cogner sur le mât. Et pour moi, mon déplacement est gagné. Je vais essayer, là, dans l'heure qui m'est dévolue, de vous faire gagner votre après-midi en vous apportant une vision et un certain nombre de convictions sur ce que sont aujourd'hui les technologies immersives, ce qu'elles pourraient être dans la réalité et ce que j'espère qu'elles seront dans la réalité dans les prochains mois. Donc je suis Nicolas Dupin, je suis le président de ce qu'on appelle le pôle de compétences dédié aux usages, et le cœur de notre propos est là, dédié aux usages de ce qu'on appelle les technologies immersives, c'est-à-dire, comme vous le voyez, la vidéo 360, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, on va en reparler. Donc dédié aux usages dans le domaine de la culture, la formation tout au long de la vie, et aussi la santé. Et assez logiquement derrière, ce qu'on va appeler la collaboration au travail, mais on va l'aborder brièvement durant cet exposé. Notre propos est indiqué en baseline. Il est de se donner les moyens de passer de la promesse de ces nouvelles technologies, qui, vous allez voir, ne sont pas si nouvelles que ça, à la réalité des usages. Ce qu'on appelle la réalité des usages, c'est demain, lorsque je viendrai à nouveau m'exprimer devant vous, si je suis réinvité, peut-être que je viendrai avec des casques de réalité virtuelle pour vous emporter faire cette conférence sur Mars, ou bien dans Manhattan, ou bien je ne sais quel environnement qui serait en capacité de faire. Et c'est donc la possibilité, la réalité d'usage, c'est la possibilité d'utiliser dans la vraie vie, avec des apprenants, avec des apprentis, avec des jeunes qui cherchent leur voie professionnelle, faire en sorte que les enseignants, les formateurs, les médiateurs soient en capacité d'utiliser ces technologies au service de leur mission, pour de vrai, pas dans la promesse, dans la vraie vie. Et vous allez voir qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont éminemment importants et qui se posent et qui sont le cœur de notre activité. Donc notre propos, c'est ce qu'on appelle la révolution XR. Alors XR, c'est une espèce de boîte conceptuelle dans laquelle on met AR, la réalité augmentée, VR, la réalité virtuelle, et les autres choses. Ça nous permet d'avoir un concept un peu plus englobant. On parle de révolution parce que grâce à ces technologies que vous pouvez expérimenter, et c'est essentiel, que vous pouvez expérimenter sur certains stands de l'autre côté, notre réalité, en tous les cas, nos médias numériques pour appréhender la réalité, redeviennent tridimensionnels. Ce que je veux dire par là, c'est que notre vie est tridimensionnelle. On se déplace physiquement, on interagit avec des objets, toute notre vie est tridimensionnelle. Mais depuis que la civilisation existe, que l'écriture existe, on peut remonter aux peintures rupestres, on a essayé de faire rentrer cette réalité par nature tridimensionnelle dans des supports qui, eux, sont plats. Donc ça a d'abord été la pierre, ensuite des tablettes de papyrus. Enfin, je ne suis pas expert du sujet, donc je vais pas mais vous voyez ce que je veux dire. Aujourd'hui, on a tous des écrans plats pour donner accès à une réalité, la nôtre, qui est par nature tridimensionnelle. Et c'est ça la révolution XR. C'est que lorsque vous mettez un casque de réalité virtuelle, vous êtes en capacité de vous déplacer et d'interagir dans des univers réalistes ou symboliques, simple ou complexe, du passé, du présent, du futur. Mais vous pouvez vous déplacer dedans, saisir des objets, les manipuler. Et puis vous avez des pouvoirs magiques, puisque le temps, la taille, vos capacités ne sont pas celles de la réalité. Alors, si vous allez sur une plage tropicale, par exemple, en réalité virtuelle, vous n'allez pas sentir la texture de l'air, la température de l'eau, l'humidité. Ça, effectivement, on ne peut pas le reproduire en réalité virtuelle. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est voler. Vous pouvez vous réduire à la taille d'un bigorneau pour voir ce que ça fait d'être dans la peau d'un bigorneau, ou bien devenir un géant et marcher. Voilà. Donc, on a des choses qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Par contre, on a des pouvoirs magiques qui permettent de faire énormément de choses.
La difficulté du discours qui est le mien, c'est que ces idées sont assez conceptuelles. Tant que vous n'avez pas mis un masque de réalité virtuelle et fait comme tout le monde, waouh, c'est assez difficile. Alors on va essayer de vous faire partager ce propos. Retenez deux choses pour commencer. La première chose, c'est que dans l'état actuel de l'art, qui n'en est qu'à son début, je vais vous expliquer pourquoi, et qui va progresser tout vite, mais dans l'état actuel de l'art, potentiellement, tout est possible. Tout ce que vous pouvez imaginer faire ou que vous voudriez pouvoir faire, en réalité virtuelle, on peut le faire. À des coûts qui sont acceptables, à des coûts qui ne le sont pas, mais on peut le faire. Tout est absolument possible. L'autre élément qui est extrêmement important, me semble-t-il, et en particulier dans la période un peu complexe que nous vivons, de distanciation sociale, et donc on est quand même plus en sécurité d'une certaine manière chez soi ou dans des environnements protégés, c'est ce que j'appelle la promesse de l'ubiquité. Parce que la réalité virtuelle, même si vous mettez un casque, et qu'à ce moment-là, vous avez l'impression d'être isolé du monde réel, ou que les gens qui sont avec vous vous voient isolés de leur perception du monde réel, la promesse de l'ubiquité, en fait, c'est que l'enjeu, il est de rejoindre des gens qui sont à l'autre bout du monde, à l'autre bout de la ville, dans l'appartement qui est en dessous, et de faire ensemble des choses en réalité virtuelle, des choses quasiment identiques à celles de la réalité, avec les limites que j'ai rapidement évoquées tout à l'heure, ou des choses qu'on ne peut pas faire dans la réalité. Donc la promesse de l'ubiquité, c'est la capacité de transporter votre moi intérieur, votre intellect, de vous libérer de votre corps et de pouvoir aller faire des choses qu'on ne peut pas faire, comme par exemple, j'aurais pu aller faire avec vous cette conférence sur Mars. Sans aucune difficulté, ça marche, on l'utilise très souvent en démonstration. Et ça, pour moi, en particulier dans le domaine de ce que j'aime appeler l'apprenance, ou plutôt que la formation, vous voyez, l'apprenance, c'est le rapport de tout à chacun à avoir plaisir à apprendre tout au long de sa vie. Des choses très utiles pour construire son activité professionnelle et gagner sa vie, ou bien des choses du domaine de la culture, des arts, de la philosophie, que sais-je, qui vous nourrissent en tant qu'intérieur et font que, si on veut être pragmatique, vous pouvez être un meilleur professionnel parce que plus heureux de votre appétence à cet apprentissage. L'autre élément, et on va y revenir, c'est que on est aujourd'hui sur, d'une certaine manière, des univers parallèles qui sont en train de s'ouvrir. On a aujourd'hui la réalité telle qu'on la connaît, avec ses qualités, ses limites, ses dangers, ses bonheurs. On a aujourd'hui une vie digitale. Je ne rentrerai pas dans le sujet, mais on a une personnalité digitale aussi, qui nous engage, la protection des données, la souveraineté, vous voyez ce genre de sujet. Et ce qui se profite devant nous, ce que j'appelle la révolution XR, c'est la possibilité de créer une nouvelle dimension, un univers digital. On pourrait même parler de plusieurs univers, le passé, le présent, le futur, par exemple. Qu'on appelle, on pourra y revenir au moment des questions si vous voulez, des métaverses. Et tous ces univers sont en expansion. Voilà. Plus la technologie va se développer, plus le champ des possibles augmente. Un des derniers grands intérêts de ces technologies, et donc ce que l'on va pouvoir faire, ce que l'on peut faire dès à présent et de ce que l'on va pouvoir faire demain, c'est que ce sont des technologies qui vous mettent debout. Vous n'êtes plus assis derrière un ordinateur, vous n'êtes plus assis ou debout avec un téléphone, enfermé dans ce rapport étroit à un écran, mais vous êtes physiquement debout et vous interagissez. Au point qu'un des domaines qui se développe assez rapidement, c'est ce qu'on appelle le fitness VR. C'est la possibilité de faire du sport en réalité virtuelle. Parce que quand on fait du vélo d'appartement en regardant la télé BFM ou ce que vous voulez, c'est plutôt pas mal. Si par contre vous mettez un casque de réalité virtuelle et que votre vélo est synchronisé pour que vous montiez des côtes et que ça soit un petit peu plus difficile et que vous les descendiez ou que vous alliez sur une piste spécifique, enfin vous voyez tout ce que vous pouvez imaginer en vélo, tout de suite votre motivation elle est complètement différente. Vous prenez un autre plaisir à être sur votre vélo d'appartement ou sur votre rameur ou à faire ou à jouer. J'insiste sur jouer, puis j'y reviendrai parce que dans ce rapport à l'apprenance et à ces technologies, une de leurs grandes qualités, je crois, c'est qu'elles permettent de renouveler ou d'expanser, disons renouveler, le plaisir d'apprendre et quelque chose d'important pour l'ancien professeur que je suis, le plaisir de transmettre. Et vous voyez bien que dans les deux cas, il y a le plaisir. Et si on prend du plaisir à apprendre, on apprend mieux, on retient mieux. Voilà. Et pour prendre du plaisir et être dans cette attitude, eh bien, il est important de jouer. Parce que jouer en apprenant ou apprendre en jouer, c'est important. Et le champ des possibles
Bon, il y a plein de trucs de zombies et de choses, évidemment. Mais il y a plein d'autres choses qui sont vraiment magnifiques. Et donc, jouer est important. Prendre du plaisir est important. Donc, un univers expansion qui vous met debout, qui vous met en situation d'agir et d'interagir. Beaucoup de gens aujourd'hui, on leur demande d'apprendre soit dans des salles traditionnelles, vous avez un formateur qui va vous faire un PowerPoint, ou bien aujourd'hui vous êtes en digital learning et vous êtes sur votre PC et puis vous regardez des supports de digital learning, plus ou moins bien faits. On a bien vu que la maîtrise de ces outils qui datent quand même de 15 ans, moi dans l'éducation nationale il y a 15 ans je commençais déjà à en déployer, donc voilà, c'est pas toujours maîtrisé, donc l'enjeu, on va y revenir, est bien de la pratique. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que beaucoup de gens préfèrent apprendre en faisant. C'est bien plus simple d'apprendre en pratiquant qu'en étant assis passif. Assis passif en une journée, vous l'avez tous fait. Vous allez une journée en formation, mettons que le formateur soit très bon et qu'il vous intéresse et qu'il vous emporte. 6 mois après, quel est votre taux de rétention de ce qui vous a été donné en formation? Si par contre on vous met dans une situation où vous allez construire vous-même, rater, recommencer, réessayer jusqu'à ce que vous arriviez à faire ce qu'on vous demande de faire, vous vous en souvenez bien mieux. C'est ça qui est derrière se mettre debout. Faisons un point technologique pour qu'on soit d'accord sur ce qu'on parle. Donc on utilise, j'aime bien utiliser des mots savants des fois, voilà. Donc on utilise le concept de continuum de 1000 grammes qui permet de décrire ce que c'est que ce champ des possibles entre la réalité et la réalité virtuelle ou les univers virtuels tels que je vous les ai présentés tout à l'heure. Donc ce qu'on appelle la réalité mixte, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais voilà, donc on a la réalité augmentée que vous pouvez expérimenter tout à chacun avec votre téléphone et qui va rajouter des objets ou des personnages ou des informations superposées à la réalité qui sont utiles ou distrayantes. C'est plutôt assez intéressant, on va en reparler tout à l'heure. En termes de formation ou d'enseignement, c'est quand même un problème parce que quand vous avez votre téléphone dans la main, au bout de 5 minutes, d'abord ça vous occupe une main, donc vous n'avez plus qu'une main disponible pour faire autre chose. Puis ensuite, à la fin, on commence à avoir mal au bras. Donc, c'est une technologie très prometteuse qui est en voie de maturation, dont le potentiel est vraiment intéressant, on y reviendra. La deuxième image qui correspond au concept de réalité mixte selon Microsoft, c'est la même chose que la réalité augmentée, sauf que le casque, qui vous voyez par ailleurs est non occultant, c'est-à-dire que vous voyez le monde réel, okay, vous n'êtes pas dans un casque de réalité virtuelle qui est occultant, qui vous isole du monde réel, pour vous emmener ailleurs, je vous ai expliqué tout à l'heure. Ce concept, dans le casque, vous avez des caméras qui vous vont permettre de voir vos mains et qui vont vous permettre d'interagir avec les objets virtuels. Donc on est là sur une dimension plus opérationnelle de ce qu'on va appeler la réalité virtuelle, la réalité augmentée, pardon. La vidéo 360 contemplative, c'est un film que vous pouvez regarder à 360 degrés, c'est mieux d'avoir un siège qui pivote par exemple. Ou bien interactive, c'est-à-dire qu'on va mettre à l'intérieur des points d'intérêt, un peu comme sur les cartes Google Maps, vous cliquez dessus, hop, ça vous fait apparaître une information, une vidéo 2D, un quiz, voilà. La vidéo interactive, ça c'est un très bon support pédagogique. C'est intéressant parce que c'est peu cher à produire. Une caméra 360, vous en trouvez des semi-professionnels de très bonne qualité aux alentours de 500 €. Les casques, c'est les casques les plus simples à utiliser, donc c'est pas très cher non plus. Voilà. Le vrai enjeu, on va y reparler, c'est comment est-ce qu'on conçoit des expériences qui soient qualitatives. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour commencer. Et puis après, vous avez ce qu'on appelle la virtualité augmentée. Donc ça, j'aurais dû venir avec, pardon de l'avoir fait, c'est la possibilité de vous montrer ce que c'est que l'univers virtuel dans lequel évolue la personne. Donc on crée un intermédiaire entre ce que voit la personne dans le casque et ce que vous voyez à l'extérieur. Et puis on a la pure réalité virtuelle où là on est dans des environnements qui sont complètement retranscrits, modélisés de manière numérique et qu'on dit être 3D temps réel puisque vous pouvez interagir avec les objets, les attraper. Donc là vous voyez l'image qui vous est présentée, c'est une expérience fort amusante à plusieurs. Vous avez un tas d'os sur la table et tout à chacun on attrape les os, on se les échange pour reconstituer le squelette que vous voyez en transparence et quand vous avez fini de reconstituer le squelette, il danse, c'est sympa. Voilà ce qu'on appelle les technologies immersives. Ce qu'il faut retenir, c'est que pour chacune de ces technologies, ça correspond à des cas d'usage spécifiques, à des réponses à des besoins spécifiques, à des conditions d'un triptyque qui est essentiel pour nous dans l'approche de ces sujets, qui est des conditions de conception, de mise en œuvre et de déploiement qui sont très différentes. Quand les gens parlent aujourd'hui de réalité virtuelle, c'est un concept trop englobant pour pouvoir appréhender les conditions de la réussite
du déploiement de ces outils dans la vraie vie. Rapidement, on n'est pas sur des technologies qui sont nouvelles. Vous voyez, on va remonter au début des années 70 pour les premières expérimentations. Vous trouverez des vidéos si vous voulez voir, c'est plutôt assez amusant. C'est quand même incroyable ce que les gens, avec le matériel qui était à l'époque, arrivaient à faire. Et puis, à partir du début des années 2000, tous les grands industriels français et de la planète ont utilisé la réalité virtuelle dans ce qu'on appelait des caves, qui sont aujourd'hui dépassés en termes de coûts, mais surtout de facilité de mise en œuvre. Un cave, c'était une boîte, plus ou moins grande, hein, j'en connais une qui est grande comme la scène ici, sur lequel le sol, les murs et éventuellement le plafond sont des écrans avec des très gros vidéoprojecteurs qui sont derrière et qui projettent des images stéréoscopiques. Stéréoscopiques, c'est comme celle quand vous allez au cinéma 3D et que vous avez une image, vous êtes obligé de mettre des lunettes particulières pour requantiser le 3D. Et donc vous vous retrouvez dans un environnement en réalité virtuelle dans lequel vous pouvez vous déplacer de la surface de la salle. C'est plutôt très intéressant, ça a beaucoup été utilisé pour des revues de projet, du design et des choses comme ça. C'est très cher à mettre en œuvre, et puis c'est surtout qu'il n'y a qu'une seule personne qui a le bon point de vue, puisqu'il faut utiliser des lunettes avec des petites boules blanches qui permettent de suivre ce que vous faites à l'intérieur pour synchroniser l'environnement. Donc on était sur des dispositifs très élitistes. Qu'est-ce qui s'est passé vous voyez, c'est l'image qui est en bas, là, la boîte. En fait, les choses changent hier, 2016. 2016, c'est hier. Même si les technologies sont anciennes, les instruments de passage à l'échelle datent d'hier, de 2016. En 2016, on a le petit casque blanc là, qui s'appelait Oculus. Oculus, ça appartient à Facebook. On pourra en parler dans le détail si vous voulez, parce qu'il y a de gros enjeux derrière. Qui permettait pour 250 € d'accéder à des contenus simples, que j'ai appelés contemplatifs. Voilà. Il n'y a pas de déplacement à l'intérieur, il n'y a pas d'interaction, mais pour 250 €, ce qui est un prix tout à fait accessible, vous pouviez déjà accéder à énormément de choses assez magiques et souvent de bonne qualité. Le vrai shift, il se fait en 2018. C'est toujours Facebook qui pilote l'affaire, mais il y avait d'autres concurrents qui ont fait la même chose. Le vrai shift, c'est que pour 450 € en prix public, le double en prix professionnel, ils sortent un casque autonome, sans fil, avec 2 commandes qui sont vos mains virtuelles et qui vont vous permettre de vous déplacer sur cette surface-là si elle était vide et de faire des choses qui sont de la dimension de la promesse de l'ubiquité et du potentiel de la réalité virtuelle. Et là, ça c'est technologiquement rendu possible parce que les composants qui sont sur des casques sont les mêmes que ceux qu'on a dans nos smartphones. Les écrans, c'est à peu près la même chose, les processeurs, c'est à peu près la même chose, la RAM, enfin vous voyez, on est sur les mêmes composants. C'est pour ça que c'est en 2016, 2018, 2019 que se fait ce shift et qu'aujourd'hui, on peut raisonnablement envisager de passer à l'échelle en termes d'usage de ces technologies parce qu'on a des matériels qui sont financièrement accessibles et des technologies qui sont matures puisqu'on travaille dessus depuis plus de 50 ans. Très classiquement, on est sur une phase de très forte accélération qui est plus ou moins bien perçue en France, mais moi qui assure une veille à l'international, je peux vous dire qu'il y a des... En France, elle est comprise, hein, mais il y a des endroits où elle est comprise un peu plus rapidement. Évidemment aux États-Unis, en Corée, en Inde. Et pour être tout à fait proche, nos voisins anglais sont en train de se saisir du sujet de manière extrêmement qualitative. En tous les cas, on accélère pour grosso modo 3 raisons que vous allez comprendre assez facilement. D'abord parce que tous les grands majors investissent de l'argent en quantité considérable sur ces technologies pour développer des produits, des contenus, des plateformes ou des matériels. Avec en tête de file Facebook qui investit, on doit pas loin être de 7 à 8 milliards qui ont été investis depuis 2016, avec un objectif, on en reparlera si vous voulez, qui est d'amener 1 milliard d'utilisateurs de Facebook dans le Facebook virtuel, les univers virtuels, avant, grosso modo, les Jeux Olympiques. Donc, il y a beaucoup de gens qui investissent beaucoup d'argent. Évidemment, il y a énormément de brevets qui sont déposés, donc ça veut dire qu'on améliore sans cesse la technologie, et déjà, tout est possible, je vous le rappelle. Et puis, on est surtout sur des effets cumulatifs de technologie. Bien évidemment, la 5G. Alors, je sais que c'est un truc qui fait débat actuellement, avec tout un tas de bonnes raisons. Pour la réalité virtuelle, c'est une clé. Voilà. Vous vous souvenez de mon propos de dire que l'enjeu, c'est de faire des choses ensemble. Okay. Autant diffuser sur vos smartphones, tablettes, une vidéo 360, même en 4K, 8K, ça produit un flux qu'aujourd'hui, nos réseaux sont en capacité de recevoir. On a rarement des problèmes de lecture d'une vidéo sur YouTube ou sur n'importe quelle autre chaîne de vidéos. À partir du moment où vous diffusez une vidéo qui, elle, est à 360 degrés, donc vous voyez immédiatement l'augmentation de la taille de fichier,
Et si vous voulez être plusieurs dans cette vidéo 360 ou tout autre objet, okay, on a besoin là d'avoir des débits qui sont plus importants, et on a surtout besoin pour que le sentiment d'être ensemble, ce qu'on appelle le sentiment de présence, d'être ensemble dans cet univers virtuel, okay, soit crédible. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture. Vous voyez, si votre voix elle est hachée, coupée, si vous restez figé comme ça, okay, ça casse l'immersion, et à ce moment-là, c'est beaucoup moins opérationnel. Donc, le débit et la très faible latence de la 5G sont, pour les questions de déploiement des technologies immersives dans les propos qui nous intéressent, formation tout au long de la vie, culture, santé, c'est un vrai enjeu technologique. Sur d'autres sujets, il y a débat, j'en conviens. Le cloud, évidemment, puisque si on veut être ensemble, eh bien, il faut bien qu'on ait un moyen de jonction. La jonction, c'est le cloud. Et puis, vous allez comprendre très rapidement, vous vous souvenez, au début des années 2000, l'informatique, mais c'est toujours, on parle toujours de la fracture numérique. Utiliser un ordinateur, c'est complexe. Il y a beaucoup de programmes, d'interfaces. Ça a beaucoup progressé, hein, mais si vous vous souvenez de Windows XP ou les premières versions d'Office et de ce genre de choses, il y avait des menus partout, c'était super compliqué. Et c'est toujours super compliqué. Il y a grosso modo 20% des gens en France qui ont une difficulté avec les outils numériques. Ce que le smartphone a changé, c'est la facilité. Okay, tout le monde utilise un smartphone, alors plus ou moins bien, mais en fait tout le monde utilise assez facilement une bonne partie des fonctionnalités smartphone. La technologie, oui, mais surtout les interfaces. Okay, ce qui a vraiment progressé ces dernières années, c'est ce qu'on appelle l'UX et l'UI, c'est-à-dire la façon dont on design, dont on dessine, dont on conçoit ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Faire que ça soit facile, abordable pour tout le monde, et que ça ne soit pas un truc d'initié et qu'on soit toujours obligé de demander de l'aide. Ça aussi, c'est un effet important qu'on retrouve dans les technologies immersives. Ce progrès sur les interfaces pour que ça soit utilisable. Donc tout ça se cumule, s'accélère, et on est dans la situation où aujourd'hui tout est possible. Les prévisions de chiffre d'affaires qui sont faites par les grands cabinets, on va gagner 10 milliards, 100 milliards, 60 milliards d'ici 2 ans, ok, ça ne marche jamais. Par contre, ce qui est intéressant, c'est un outil qui est fort ancien et qui est mis à jour tous les ans par ce cabinet Gartner, qui sont plutôt des gens sérieux, il faut reconnaître. Et donc en fait, ils ont dessiné cette courbe de maturité. Donc en fait, il positionne des technologies émergentes en bas de la courbe. Là, voilà, il y a un truc qui apparaît aujourd'hui. Et puis au fur et à mesure des années, cette technologie suit ce parcours, cette courbe. Okay, donc en fait, la courbe, elle dit, on voit la technologie apparaître. Hop, tout le monde s'emballe, ouais, super, on va faire des tas de trucs. Hein, okay, puis après, l'engouement retombe parce qu'en fait, c'est pas tout à fait prêt à être déployé. Et puis après, ça recommence à repartir. Et cette fois-ci, on passe sur une technologie qui va disparaître de cette courbe parce que, comme les smartphones, comme les CMS, comme plein de choses, c'est mature et c'est utilisé, donc ça ne figure plus dans cette courbe. Donc voilà, c'est un outil plutôt intéressant. Et vous voyez qu'aujourd'hui, la courbe de maturité digitale pour la virtual reality, la réalité virtuelle, okay, on est, ça y est, on est sorti de la hype, de la déception, et on passe sur les enjeux de déploiement qui, de notre point de vue, l'enjeu n'est bien pas la technologie, mais les usages que demain vous allez pouvoir en faire. On est des super geeks, on adore la techno, mais c'est pas ça l'enjeu. L'enjeu, c'est l'usage, c'est pas la techno, c'est l'usage que demain vous en ferez. Une des difficultés qu'on a, le fait que je vous parle, si vous n'avez jamais mis de casque de réalité virtuelle, c'est difficile de percevoir une partie de ce que je vous dis. L'autre difficulté, c'est de percevoir ce qui existe déjà. C'est juste incroyable ce qui existe déjà. Bon, il y a pas mal de choses plus ou moins qualitatives. Il y a des choses absolument formidables. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des contenus ou des outils dans tous ces domaines. C'est-à-dire à peu près partout. C'est toujours l'idée de tout est possible. Visiter un appartement en réalité virtuelle, opérer à cœur ouvert en réalité virtuelle, visiter une usine, s'entraîner à la prise de parole en public. Enfin, le champ des possibles aujourd'hui est juste colossal. Donc, une des difficultés en ce qui concerne ces technologies, c'est déjà d'appréhender ce qui existe, avant d'imaginer quelque chose qui finalement n'est pas loin de ce qui existe et qu'on pourrait, parce que ça existe déjà, déployer tout de suite pour acculturer, habituer les gens à utiliser ces technologies. Donc, il y en a dans tous les domaines, absolument tous les domaines, évidemment en éducation, formation. Et dans le domaine de la culture, vous voyez, avec ces histoires de confinement ou de la collaboration au travail, aujourd'hui, à nouveau, il n'y a aucun obstacle technologique, aucun verrou technologique pour pouvoir visiter en réalité virtuelle un musée, votre cité de la mer, que je n'aurai malheureusement pas le temps d'aller découvrir aujourd'hui, une usine. Voilà. C'est tout à fait possible avec un niveau de réalisme qui est absolument saisissant. On va utiliser pour arriver à ce résultat-là une technologie qu'on appelle la photogrammétrie.
j'y reviendrai si vous voulez, mais la photogrammétrie, c'est une capacité à photographier un environnement réel avec 50, 60, 1000, 2000 photographies, puis de réassembler toutes ces photographies en une seule pour que vous puissiez vous déplacer dans une photographie. Donc on capture le monde réel, et que ça soit un lieu ou que ça soit un objet, et ensuite vous vous déplacez et vous interagissez avec, comme si c'était... Enfin, c'est de la quasi-réalité, quoi. Et ça, voilà, il y a un peu d'enjeu de production, mais technologiquement, c'est tout à fait possible. Donc en fait, la Cité de la Mer pourrait être visitée par tous les gens qui ne peuvent pas y accéder aujourd'hui pour des raisons de Covid, mais pourrait surtout être visitée par tous les gens de la planète qui ne peuvent pas venir à Cherbourg, ou tous les Français qui ne peuvent pas venir à Cherbourg pour 50 raisons, quoi. Évidemment, la Cité de la Mer commercialiserait ça. C'est la même chose pour aller à l'opéra. Vous pouvez aujourd'hui avoir une caméra 180 degrés, parce que c'est pas toujours intéressant d'avoir l'arrière, stéréoscopique, c'est-à-dire qui vous donne une sensation de relief, comme je vous vois en relief, comme vous me voyez, j'espère, en relief, avec une qualité de son qu'on dit ambisonique, c'est-à-dire non pas une captation stéréophonique avec un son qui vous vient de devant, mais qui capture la sphère sonore, okay, et d'acheter votre ticket pour être à la meilleure place de l'opéra, à la meilleure place du concert de l'artiste que vous aimez, à la meilleure place d'un spectacle one-man show, d'une pièce de théâtre, de ce que vous voulez, en fait. Ça, c'est immédiatement possible. Voilà. Et ça ouvre des modèles économiques dont on a besoin aujourd'hui dans la situation qui est la nôtre et qui risque de durer. Pour la collaboration au travail, c'est pareil. Plutôt que de faire des réunions sur Zoom, je pense que vous en avez tous fait, vous avez vu que c'était pas mal, vous avez vu que c'est fatigant aussi, eh bien, en réalité virtuelle, vous mettez votre casque, vous vous retrouvez dans une salle de réunion, dans une usine, dans ce que vous voulez, et vous êtes avec vos collègues à discuter in situ, dans la réalité, à l'échelle. Et ça aussi, c'est possible. Donc là, on a un impact global possible qui est juste remarquable. La contrepartie de l'accélération que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'il y en a partout, en fait. C'est un domaine foisonnant. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui veut s'intéresser au sujet, il y en a partout. Il y a des milliers de matériels différents, des tas de casques, et là, je pourrais avoir remis à jour mon image, parce qu'il y en a encore 5 qui sont sortis, puis il y en a 5 qui arrivent. Ils sont tous mieux les uns que les autres, ce qui ne veut pas dire que les anciens ne sont pas bien, hein, ils marchent toujours, hein, mais bon, il y en a plein de nouveaux qui arrivent, puis vous voyez, il y a plein de technologies différentes. Alors, il y a des plateformes, de la réalité, voilà. C'est un domaine qui, à ce stade, du fait de son explosion et du fourmillement, est un domaine complexe à apprendre, à appréhender pour des gens qui ne connaissent pas le sujet. Donc, très complexe à projeter dans la réalité de vos besoins professionnels. Et pourtant, il va falloir faire des choix, ou en tous les cas comprendre. Pour faire très court, en gros, aujourd'hui, si vous voulez utiliser de la réalité virtuelle dans la vraie vie, quel que soit le sujet, vous avez deux types de technologies et une nouvelle division. Vous avez ce qu'on appelle les casques 3 degrés de liberté. Donc 3 degrés de liberté, c'est contemplatif. Vous êtes assis sur une chaise pivotante, sinon on se tord le cou, okay, et vous regardez autour de vous avec l'équivalent d'une souris, et vous pouvez faire clic, 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 voilà, un niveau d'interaction relativement simple. Mais ça, déjà, ça permet de se projeter de manière extrêmement intéressante. C'est pas cher à mettre en œuvre, c'est pas très difficile à maîtriser, ne serait-ce que parce que les gens sont assis, pour des médiateurs, des formateurs ou des enseignants, ou ce genre de choses. Le deuxième niveau de casque autonome, eh bien, ce sont des casques qu'on appelle 6 degrés de liberté. Donc 3 degrés de liberté, en fait, que je vous montre, c'est je regarde en haut, en bas, et je switch. Ça, c'est 3 degrés de liberté. 6 degrés de liberté, c'est la même chose, mais après, je me lève, je me déplace latéralement dans tous les sens, et j'interagis. C'est ça, les 6 degrés de liberté. Et donc là, vous avez deux possibilités. Vous avez soit des casques autonomes, comme je l'ai évoqué, dont la star incontestée aujourd'hui est l'Oculus Quest 2, disponible sur le marché. Je n'ai pas d'action Oculus, je suis même plutôt assez en colère sur la façon dont ils font les choses, mais ce casque est le plus formidable cadeau de Noël que vous pourriez faire à vos amis, votre famille, vos enfants. C'est juste magique. Voilà, donc vous avez ce casque autonome, il y en a d'autres évidemment. Et puis vous avez ce qu'on appelle les casques filaires, qui vont avoir une bien meilleure qualité d'image, qui vont pouvoir traiter des programmes beaucoup plus ambitieux, plus qualitatifs, okay, mais qui ont besoin d'un ordinateur, un gros. Enfin, l'ordinateur n'est pas gros, c'est la carte graphique qui est dedans, qui est grosse. Et puis, surtout, vous avez besoin d'espace. Sur les casques de 6 degrés de liberté, si vous restez assis, ça n'a pas de sens. Donc, il faut pousser les murs et faire de la place. Donc, vous voyez qu'en termes de médiation, d'un coup, c'est un autre enjeu pour les gens qui vont accompagner les usages. Donc, voilà, grosso modo, le champ des possibles en termes de casque pour la réalité virtuelle. Je laisse la réalité augmentée et mixte de côté. Une des choses qu'on fait, et je vais vous expliquer comment on est organisé en tant que pôle de compétences, mais notre métier, je vous le rappelle, c'est bien d'être l'instrument de la réussite des projets dans la vraie vie qui utilisent ces technologies. Donc,
c'est facile à vous imaginer. Vous voyez, vous mettez un casque de réalité virtuelle. Je reprends mon exemple de tout à l'heure. Vous êtes prof, vous allez faire ou conseiller en mission locale ou médiateur dans un musée, peu importe la situation. Okay, vous avez des casques de réalité virtuelle, vous les donnez aux gens mettent les casques. Chacun est dans son casque. Okay, surtout s'il a des écouteurs, donc il n'entend plus l'extérieur. C'est un peu l'intérêt aussi, hein, c'est de transposer sa psyché dans un autre univers. Par contre, le formateur, là, il est face à des gens qui ont des casques. Il ne voit pas ce qu'ils font à l'intérieur. S'il n'est pas avec eux, ça va être compliqué de les aider parce qu'ils ne voient pas où ils sont. Il faut attendre, donne-moi le casque, que je regarde où tu es. Vous voyez, en période de Covid, échanger le casque pour essayer de le remettre dans le droit chemin. C'est l'enfer, en fait. Ça ne marche pas, ça ne peut pas marcher. La promesse technologique ne peut pas se réaliser dans la vraie vie. Donc ce qu'on fait, nous, on ne développe jamais de contenu. Ça, ce sont les entreprises avec lesquelles on travaille, comme Oreca, qui est l'organisateur de cette belle salon. Eux, ils sont des développeurs, ils sont des ingénieurs. Nous, on ne sait pas faire leur métier. Par contre, ce qu'on sait faire, c'est rendre l'usage de ces contenus possible. Donc, pour résoudre ce problème de comment on fait dans la vraie vie, on a développé un système qu'on appelle Case Suitcase. Donc, Case, c'est une application qui marche sur tablette ou sur PC. Et les 6-10 personnes qui ont un casque et que vous ne voyez pas, pour le coup, vous allez sur la tablette récupérer le retour écran de tous les casques. Donc, vous voyez ce que font les gens. Et vous pouvez vous approcher de la personne et dire « Ah oui, non, regarde, en haut, là, tu cliques, il faut que tu ailles à cet endroit. » Vous pouvez faire votre travail d'accompagnement ou de conseil. Et puis surtout, l'idée d'utiliser la technologie immersive dans un contexte quel qu'il soit, c'est bien d'augmenter ce qu'on va appeler, pour faire court, si vous voulez bien, une séquence pédagogique. Okay. L'enjeu, c'est de créer une séquence d'1 heure, de 2 heures, de 3 jours, okay, peu importe, et à un moment, de dire « Ok, on passe aux travaux pratiques, par exemple. » Et vous mettez vos casques de réalité virtuelle. Et à ce moment-là, vous faites ce que vous avez fait en réalité virtuelle et vous ressortez de la réalité virtuelle pour exploiter ce que vous venez de faire grâce à cette technologie. Donc on est bien dans un séquencement. Si on est en présentiel, on pourra en reparler, il faut bien que le prof ait les capacités de faire que tout le monde ait la même activité au même moment, sinon ça part dans tous les sens à nouveau. Donc ce que fait cette application, c'est qu'elle permet de déclencher pour tout le monde, ou par groupe, ou pour chacun des utilisateurs, la même application ou la même vidéo 360 au même moment pour tout le monde. Donc en fait, on rend des enseignants, des formateurs, des médiateurs en capacité d'utiliser dans la vraie vie ces outils parce qu'on leur donne l'application nécessaire. Et pour que ça soit encore plus simple, on a packagé ça avec un fabricant de matériel, parce que nous on ne fabrique pas de matériel, puis on n'en vend pas d'ailleurs. On a fabriqué une valise prête à l'emploi. Donc au résultat, si on prend les questions d'orientation, parce que c'est un sujet, je crois, élément, vous êtes conseiller en mission locale. Sur les casques, on a mis des vidéos 360 de qualité. On pourra en reparler si vous voulez. Okay, vous arrivez, vous branchez la mallette. Il y a un petit routeur Wi-Fi, là, vous le voyez, le petit en blanc. Le petit routeur Wi-Fi, il crée une bulle autonome. Donc vous n'avez pas de problème de connexion. Vous prenez les casques, vous les donnez aux élèves. Ils les mettent, ils s'installent. Vous prenez la tablette. OK, on va aller visiter la Cité de la Mer ou l'usine de La Hague. Et vous lancez la vidéo et ça fonctionne. Et le professeur, l'enseignant, le conseiller mission locale, fait pas de techno, c'est pas son boulot. La technologie, c'est un outil pour lui pour faire mieux que ce qu'il faisait avant. Voilà. Donc ça marche, c'est simple et c'est efficace. Le premier endroit, on a déployé ça pendant le Covid, parce qu'on pouvait le faire, c'était dans des maisons de retraite, dans des EHPAD, où sur les casques, on a mis le meilleur de ce que les entreprises françaises, entre autres fédérées autour de Arte, ont produit comme documentaire 360, le meilleur. Et on a livré ces mallettes dans les EHPAD, on a formé les soignants en une demi-journée, et depuis, ils proposent ces magnifiques contenus français, parce que vous vous souvenez, on est France Immersive Learning, donc on est je suis un peu montebourguien dans mes postures. Et tous les retours qu'on a sont excellents. Alors il y a des personnes qui n'aiment pas, évidemment, parce qu'on ne fait jamais l'unanimité, mais dans l'immense majorité, les personnels sont très... les résidents sont très heureux, ça leur amène une évasion, c'est bien l'objectif. Les soignants sont très contents parce que c'est super facile à utiliser. Et puis, ce qu'on nous disait, on a eu une surprise qui est fort intéressante, c'est qu'ils ont proposé ce type d'expérience à des personnes atteintes d'un Alzheimer relativement avancé, qui n'étaient plus en capacité de se raccrocher à la réalité depuis des semaines, depuis des mois, en tous les cas, pas avec les outils dont ils disposaient. Et en leur ayant montré ces documentaires magnifiques, plonger au milieu des requins, être sur un traîneau dans le Grand Nord, monter dans la station spatiale avec un des astronautes dont j'ai oublié le nom, pardon. Voilà. Eh bien, ça a permis à ces personnes atteintes d'Alzheimer de retrouver 5 à 10 minutes de cohérence et de pouvoir expliquer ce qu'ils venaient de vivre et de parler avec les soignants. Là, c'est extrêmement intéressant comme impact. Imaginez ce que ça fait pour des apprenants. Parce que ce que vous allez vivre là, c'est presque la réalité. Donc là, en général, la réalité, quand on y a pris plaisir, on s'en souvient.
Donc, voilà, on a produit un système clé en main, adaptable à toute situation, on change juste le contenu, qui permet de rendre l'usage des technologies immersives possible. Méconnaissant votre connaissance du sujet, et je ne vais pas faire de la retape, ce n'est pas mon sujet, mais quand même, ça fait déjà un paquet de temps qu'il y a des gens qui font des études sur les qualités de ces dispositifs. Ou bien différemment, ça fait longtemps, c'est un peu la pyramide que vous avez là-haut, là, ça fait longtemps qu'on sait qu'on apprend mieux et qu'on retient mieux quand on fait les choses, et non pas quand on regarde les choses de manière statique en étant distant. Donc c'est en faisant qu'on apprend à faire. Enfin, ça s'appelle l'expérience, non ? Vous avez tous cette pratique-là. Quand vous commencez un nouveau travail, une nouvelle activité, vous ne savez pas faire, vous faites, vous refaites, vous apprenez, vous échouez, vous recommencez, et jusqu'au moment où vous savez faire, puis après vous devenez meilleur, voire un expert du sujet. C'est en faisant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en faisant de la réalité virtuelle qu'on apprend à utiliser la réalité virtuelle. C'est en pratiquant une activité, ce que permet la réalité virtuelle, et de le refaire autant de fois qu'on a besoin, qu'on apprend mieux qu'en écoutant ou en lisant des livres, surtout pour l'immense majorité des gens qui s'ennuient ou qui ne sont pas appétents à apprendre avec des processus littéraires ou écrits, vous voyez. On en tire multiples bénéfices. Alors, je ne vais pas nécessairement tous les détailler. Je vais vous laisser vous faire votre propre opinion sur cette présentation qui est critiquable. Mais en tous les cas, sur l'effet de mémorisation qui est important dans les outils d'apprentissage, qui est un peu notre cœur de métier, quoi. Les résultats, c'est que vous êtes plus concentré. C'est facile à comprendre. Vous êtes dans un casque avec des écouteurs, vous ne voyez pas le monde réel. Donc, vous ne voyez pas les gens passer, vos collègues. Vous voyez tous les éléments de distraction quand on est devant un ordinateur. Ou dans une salle de réunion, tous les éléments perturbateurs, ils ne sont pas là puisque vous êtes focalisé dans l'expérience, puisque vous êtes dans un casque qui masque la réalité. L'interaction, évidemment, vous faites, donc vous allez vous souvenir, et puis comme tout le monde fait, waouh, c'est vraiment super, et si c'est vraiment super, c'est vraiment super, donc vous allez mieux retenir puisque vous avez fait des choses quasiment comme vous la feriez dans la réalité. On appelle souvent la réalité virtuelle la machine à empathie, parce que ça produit des émotions. C'est simple à faire. Si je vous fais, si vous avez le vertige, que je vous mets un casque de réalité virtuelle et que vous êtes sur une éolienne, par exemple, vous allez avoir le vertige, vous allez chercher à vous accrocher. Voilà. Ça produit des émotions. Aujourd'hui, on utilise beaucoup la vidéo 360 pour être à la place de vivez ma place de SDF, vivez ma place de femme. Il y a aujourd'hui une très belle entreprise française qui produit des remarquables contenus de sensibilisation au sexisme en entreprise. Vivez ma vie de noir aux États-Unis. Voilà. Il y a beaucoup de documentaires et en fait, vous êtes, comme vous voyez ce que filme la caméra 360 et que vous n'êtes plus derrière un écran, vous êtes dans l'action. Donc ça produit des émotions qui peuvent être très fortes. C'est pour ça qu'il y a plein de jeux d'horreur avec des zombies, tout ça, parce que vous êtes face aux zombies. Évidemment, l'engagement contribue, puisque vous avez toutes ces émotions, vous avez ce plaisir, vous êtes dedans. Évidemment, ça améliore l'engagement, donc la mémorisation. Et puis surtout, c'est comme les jeux, en fait. Vous pouvez répéter autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous maîtrisiez. Ça ne coûte rien. Le programme est fait, il est dans le casque. Tant qu'il y a de l'électricité, de la batterie dans le casque, vous pouvez recommencer. Et personne n'est là pour vous dire « mais tu t'es planté, regarde comment tu t'es débrouillé comme un manche ». Enfin, vous voyez, c'est comme les jeux, c'est le même process. Et c'est encore. Et c'est encore. Donc évidemment, tout ça a déjà été depuis quelques années étudié par beaucoup d'universités dans le monde. Vous en avez quelques exemples là. Et on commence à être à peu près sûr de la qualité effective et des résultats de l'usage de ces technologies sur les apprenants de tout genre, voilà, quel que soit le sujet, culture. Voilà. Et puis récemment, alors bon, je vous le présente parce que c'est pas inintéressant. C'est un très grand cabinet américain qui a fait pour le coup une étude opérationnelle avec des situations réellement déployées, des casques et des contenus qui sont déployés et utilisés par leurs collaborateurs dans cette entreprise. Et donc ils ont fait des mesures. Donc là on n'est pas sur du geste métier, on est sur des compétences relationnelles, plutôt des managers, vous voyez, à gérer du conflit, gérer son équipe, ce genre de choses. En tous les cas, les résultats sont là. Voilà. En tous les cas, ce sont les résultats qu'ils produisent. Ce ne sont pas des gens qui vendent de la réalité virtuelle, pas de matériel, pas de contenu. Ce sont un grand cabinet de consultants international qui utilise ces technologies en se disant on va voir comment ça marche. Voilà ce qu'ils renvoient. Donc ça marche. Mais fondamentalement, la technologie, on s'en moque. À moins que vous soyez geek, comme mon équipe et moi, et comme plein de gens, comme plein de jeunes. Les jeunes, ils aiment ça, la techno, c'est normal. C'est plutôt une bonne nouvelle, d'ailleurs.
Ça va nous servir à ce qu'on appelle un hameçon technologique. Dit autrement, si vous arrivez avec des casques de réalité virtuelle dans une classe, dans un centre de formation, peu importe, et qu'on vous propose de mettre un casque de réalité virtuelle pour faire un truc qui a l'air sympa, vous allez dire « Ah ouais, je vais bien essayer ». Sauf quelques personnes qui ont déjà essayé, enfin bon, on en reparlera, mais infiniment minoritaires. Autrement, en particulier les jeunes, là, ceux qui sont aujourd'hui l'enjeu majeur de toutes les politiques emploi-formation, et en particulier en ce moment, pas que eux, parce qu'il y a plein d'autres enjeux, mais si on parle des jeunes pour des questions d'orientation, si vous leur proposez d'utiliser de la réalité virtuelle, ça marche, ils le mettent. Ok, donc l'enjeu, c'est pas la techno. Et puis, c'est surtout pas votre métier. La technologie, ça doit marcher quand vous en avez besoin. Vous ne devez pas essayer de dépanner ce truc, pourquoi ça ne marche pas. Enfin, vous voyez, toute la galère qu'on a avec la techno des fois, quoi. Et c'est pour ça que l'enjeu, c'est de faire que les formateurs, les médiateurs, les pédagogues au sens large, trouvent une vraie valeur à ces technologies pour qu'ils acceptent de se mettre en danger d'utiliser quelque chose qu'ils ne connaissent pas, parce qu'ils savent qu'ils vont en tirer profit. Donc, à nouveau, on ne parle pas de technologie. La technologie, on s'en moque. Enfin, nous, on adore ça, mais on s'en moque. Les vrais enjeux, c'est cela. Et si demain, vous voulez engager un projet en réalité virtuelle, vous ne devez pas vous dire « Ah, je voudrais faire de la réalité virtuelle », parce que ce n'est pas ça. Qu'est-ce que vous voulez faire avec de la réalité virtuelle? Et vous n'allez pas acheter un casque. Le casque, c'est ce qu'on choisira à la fin. À la fin. C'est le dernier truc qui arrive. Okay? L'enjeu, c'est vos besoins et comment ces technologies répondent à ces besoins. Ça, c'est l'enjeu majeur. Au-delà de ça, le premier enjeu, c'est la qualité pédagogique. En orientation, par exemple, il y a beaucoup de choses qui sont faites. L'immense majorité, c'est, disons, il y a un tiers d'acceptable, un gros ventre mou de pas terrible, et beaucoup de choses totalement inintéressantes. Donc vous pouvez avoir acheté un super casque, vous pouvez avoir acheté ou récupéré des contenus 360, si vous les proposez à des jeunes ou à des moins jeunes, parce que tout à chacun, on a aussi à reconstruire notre vie professionnelle, découvrir des métiers, ainsi de suite. Okay, et que vous mettez le casque, ils font ouais, ok, c'est pas mal, et qu'ils enlèvent le casque, c'est raté. L'enjeu, c'est que sur des questions d'orientation, mais c'est la même chose pour la formation, c'est qu'ils mettent le casque, qu'ils regardent le dispositif qu'on a proposé, éventuellement de préférence qu'il soit interactif pour maximiser l'engagement, vous vous souvenez, qui est un élément important de la mémorisation, et que quand ils retirent le casque, ils disent « Ah putain, ouais, j'avais pas vu ce métier-là comme ça, là, vraiment, c'est une découverte pour moi, ça m'intéresse. Vous pouvez m'expliquer comment est-ce que je fais pour accéder à ce métier? Est-ce qu'il y a des emplois sur mon territoire? Oui, combien? D'ailleurs, on aurait dû lui proposer dans le contenu de présentation de ces métiers, ces informations. Dans la région de Cherbourg, sur le métier en question, il y a actuellement 90 offres d'emploi qui ne sont pas pourvues et il y a 7 centres de formation qui sont capables de faire... Voilà. Ça devrait être dans l'expérience. Donc il faut que le jeune, il enlève le casque et qu'il enclenche quelque chose. Il faut que ça serve à quelque chose, pas être distrayant. Oui, c'est bien de se distraire, mais là, ce n'est pas une activité d'orientation ou de formation. Donc la qualité pédagogique, elle est essentielle. Et je le redis, elle est essentielle avec 2 axes majeurs. Un pour les apprenants, évidemment. Il faut que ça apporte quelque chose aux apprenants, quel que soit le sujet. Mais il faut surtout que ça apporte quelque chose aux formateurs. Il faut que quand le formateur enlève le casque, il dise « Ah ouais, ça m'intéresse ». Parce que vraiment, c'est quelque chose que je voulais toujours faire et que je ne pouvais pas faire, ou que je faisais avant le Covid et que je ne peux plus faire maintenant. Donc ça m'intéresse que vous m'appreniez à utiliser ces outils technologiques. Il faut que ça soit un bénéfice pour les apprenants et il faut que ça soit un bénéfice pour les formateurs, parce que si les formateurs n'utilisent pas les casques que vous avez achetés, aussi beaux soient-ils, eh bien ça va terminer dans un placard et c'est mort. Donc la qualité pédagogique, c'est un énorme enjeu. Et je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, les 3 phases, et on reparlera de la phase primordiale tout à l'heure, les 3 phases, c'est concevoir un contenu réellement pédagogique, et croyez-moi sur parole, autant on sait faire des contenus pédagogiques de qualité sur des écrans 2D, okay, des vidéos, tout ça c'est parfaitement maîtrisé, autant quand vous êtes immergé dans un environnement tridimensionnel où vous pouvez regarder à l'endroit où vous voulez, ici, alors que l'action se passe ici par exemple, et comment est-ce que vous allez faire apparaître les informations, ce qu'on appelle le storytelling, okay, l'ingénierie pédagogique de conception, c'est complètement différent. Vous ne pouvez pas aborder ça de la même manière, ça ne marchera pas. Donc il faut réellement accepter de réapprendre comment ces technologies fonctionnent pour pouvoir en tirer profit, ou bien de vous adresser à des gens qui vont vous apporter le bon conseil. La mise en œuvre, on l'a évoqué, okay, c'est comment est-ce qu'on fait que ça soit simple à utiliser par les personnes qui doivent l'utiliser. Et le déploiement, eh c'est comment est-ce qu'on passe d'une expérimentation avec 5 personnes à un usage ordinaire sur 200 personnes, 5000,
sur toute la planète, peu importe, okay, et que la techno marche quand elle doit marcher. C'est ça l'enjeu. Quand ça marche pas, bah, ça peut être super, formidable, ça marche pas, ça marche pas. Donc, conception, mise en œuvre, déploiement, 3 sujets intimement liés et qui doivent être systématiquement appréhendés avec sérieux quand vous voulez vous lancer dans un projet. Et évidemment, si on est sur des dispositifs de formation, et ça c'est un autre enjeu, vous allez comprendre pourquoi, c'est comment est-ce qu'on est en capacité de mesurer les progrès réellement réalisés. Pas de mettre une note, hein, ça sert à, enfin, les notes, ça a toujours un côté, dans notre culture, en plus française, ça a un côté sanction. Il ne s'agit pas de mettre une note pour dire « t'as bien fait, t'as mal fait », mais dire là, tu t'es pas mal débrouillé, mais tu peux encore progresser. Ou bien là, manifestement, tu maîtrises complètement le sujet, tu peux passer au suivant. Donc, la validation effective des compétences est un enjeu important. Et pour les entreprises qui sont des développeurs d'applications, qui un coup vont faire de la formation, un coup vont faire une visite virtuelle d'une usine ou d'un musée, un coup une expérience marketing, un coup un truc de publicité, leur métier c'est de développer. Okay. La pédagogie, okay, l'organisation des séquences pédagogiques, la vie d'un formateur, la vie d'un enseignant, ils n'y connaissent rien du tout. Ce n'est pas leur métier. Eux, c'est des développeurs et ils font ce qu'on leur dit de développer autant que c'est possible. Par contre, si la qualité pédagogique, j'espère qu'on est d'accord, c'est bien l'enjeu, il va falloir que les gens qui passent commande de cette expérience, quelle qu'elle soit, soient en capacité de précisément formuler comment ils veulent qu'on monitore l'acquisition des résultats et comment la progression de l'acquisition des compétences en question est organisée dans cette activité. Okay. Et ça, c'est carrément un autre enjeu encore. Et ça demande un niveau de professionnalisme. Enfin, ça demande aux pédagogues de connaître ces technologies, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, et ça demanderait aux développeurs de connaître la pédagogie, ce qui n'arrivera pas. Sauf si effectivement vous avez une entreprise qui va embaucher une boîte XR, qui va embaucher un ingénieur pédagogique, et à ce moment-là, ils auront la conception qui vont bien. Le deuxième grand sujet, c'est celui que j'ai évoqué, celui sur lequel on insiste toujours, c'est la réalité des usages. C'est comment est-ce qu'on fait ce qu'on appelle le praxis des environnements immersifs. C'est comment est-ce qu'on adapte les environnements d'apprentissage et les pratiques et les postures des passeurs de savoir à utiliser ces technologies. Je reprends mes exemples. Vous utilisez de la vidéo 360, ça c'est assez facile à mettre en œuvre. Okay, il faut des chaises pivotantes. Okay, vous installez les chaises pivotantes pour que les gens ne se cognent pas les genoux. Vous avez la tablette qu'on a développée qui va bien. Et vous faites, ça fonctionne. Si vous utilisez des cases SIDOF, on peut se déplacer. Okay, il faut pousser les meubles, il faut de la place. Et puis pour le coup, si vous avez 6 personnes, il va bien falloir leur laisser une zone de 5 à 6 mètres carrés par personne, peu ou prou, okay, pour qu'ils puissent se déplacer. Il va falloir surveiller que les gens ne sortent pas de cette zone pour qu'ils ne se cognent pas entre eux ou qu'ils ne se cognent pas dans les... Donc vous voyez, ça devient tout de suite plus compliqué en termes d'aménagement de l'espace, mais surtout en apprentissage de ce qu'on appelle, nous, la médiation de ces technologies immersives. Évidemment, au milieu, là, comme on est sur des sujets émergents sur toute la planète, on n'est pas en retard. Alors, il serait temps que les pouvoirs publics se rendent compte du potentiel du sujet, mais on n'est pas en retard. En tous les cas, il faut mettre en place de l'accompagnement, il faut assurer une veille technologique, ça c'est notre boulot, et puis surtout, il faut en permanence itérer, essayer, regarder ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, revenir, recommencer, faire des études d'impact, regarder ce que ça fait sur les jeunes, est-ce que les objectifs sont atteints, si oui, non, pas pourquoi, et on recommence, et on avance, et on construit petit à petit un dispositif de qualité qui permet de réellement transformer l'activité qui vous intéresse. Donc en résumé, tout est possible, c'est formidable, mais n'y allez pas seul. Je me suis permis d'utiliser une espèce d'allégorie un peu maritime, puis moi je suis breton, alors j'avais 2 fois l'opportunité, pardon, mais si vous ne savez pas faire de bateau, vous n'allez pas aller prendre un voilier au port et puis sortir en mer, hop, ça va bien se passer. Tout le monde sait que ça ne va pas bien se passer. Enfin, il y a peu de chances que ça se passe bien. Voilà. Et bien c'est un peu la même chose. Vous vous souvenez, on est sur des univers qui sont nouveaux, qui sont en expansion, avec des périphériques que vous n'avez pas l'habitude de porter, ni de manipuler. Donc, n'y allez pas seul. Prenez conseil d'experts de façon à ce que votre projet soit une réussite. C'est essentiel que votre premier projet soit une réussite pour que ça puisse engager votre communauté, votre organisation dans ce qui, au final, est une gestion du changement. Voilà. Ces technologies sont anciennes. Le vrai enjeu, c'est comment on change la façon dont on fait les choses pour mieux. Avec toutes les limites que ça a, avec toutes les précautions sanitaires, d'addiction. Okay, on peut poser les débats, je serais ravi de discuter de tout ça avec vous derrière. Il y a plein de limites, et on est très conscient de tout ça. Mais
j'ai passé toute ma carrière à travailler sur les questions du digital et de l'éducation en formation. Et j'ai commencé au siècle dernier en tant qu'enseignant en lycée professionnel, donc je sais ce que c'est qu'enseigner. Je trouve que ce qu'on appelle le digital learning ou le numérique aujourd'hui n'a pas tenu ses promesses. D'abord, on devait gagner du temps. En fait, ça ne nous fait pas gagner du temps, plus personne n'a le temps. Et ensuite, ça devait permettre une démocratisation de l'accès à la formation, à la connaissance, à la culture. L'accès à la connaissance, à la culture, oui, à condition que les gens soient en capacité d'accéder à cette culture, de faire le tri et de la mobiliser à leur profit. Et ça, c'est complètement autre chose. Ce qui change avec ces technologies, c'est cette conviction qu'on a là vraiment des outils qui changent la capacité à transmettre et qui renouvellent le plaisir d'apprendre. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui le porteur de cette ambition de transformation des usages dans le domaine de l'apprenance. La clé, c'est donc de construire une stratégie. C'est pas d'y dire, OK, tout le monde parle de la réalité virtuelle, on va faire la réalité virtuelle. OK, vous pouvez le faire. Hein, tous les POC ont été faits. POC, c'est Proof of Concept, c'est un essai. Donc, OK, je veux faire de la réalité virtuelle. Il y a plein de gens qui viennent nous voir comme ça. C'est pas le bon point d'entrée. Enfin, en tous les cas, de notre point de vue, c'est pas le bon d'entrée. Le bon point d'entrée, c'est, OK, on est très content que vous vous intéressiez au sujet. Où est-ce que vous voulez aller? C'est quoi votre objectif? Si vous ne savez pas où vous voulez aller, il n'y a aucune chance que vous arriviez au point que vous n'avez pas défini. Hein. Donc il faut bien définir une stratégie. Et une stratégie avec des jalons à court terme. Le premier essai doit être un succès pour que ça enclenche d'autres jalons et qu'on passe des salles de classe à l'ancienne. On appelle ça les classes bus. Okay, vous êtes chacun assis dans le terrain et puis vous allez la travailler au milieu. On connaît tous les qualités mais aussi les limites de ce dispositif. À ce qu'on connaît aujourd'hui, vous voyez, vous avez une classe avec tous les élèves et le prof qui ont un casque de réalité virtuelle. C'est une modalité. Au passage, vous voyez bien que l'activité de l'enseignant là, elle est complètement différente. Hein. Si vous allez emmener vos élèves en réalité virtuelle et que vous allez les retrouver dans un univers virtuel pour faire des choses avec eux, vous voyez bien le gap entre ce que l'enseignant en question fait aujourd'hui et ce qu'on est en train de dire qu'il va devoir faire. Vous voyez un peu le niveau d'apprentissage qu'il va falloir faire à l'intérieur. Déjà, il va falloir qu'il ait fait beaucoup de réalité virtuelle pour qu'ils soient à l'aise dans ces environnements spatialisés interactifs. Quoi. Voilà. Et l'objectif, c'est celui du bas. C'est-à-dire on est tous ensemble en réalité virtuelle, mais ça peut être aussi chacun dans cette activité de répétition. Hein. On fait des choses ensemble, je prends mon casque, je me mets dans mon coin et je répète ce que j'ai appris en collectif. Un peu comme on le fait aujourd'hui sur des plateaux techniques ou dans des CFA. Vous avez un cours, on vous apprend un truc, puis après vous allez sur machine et puis vous vous entraînez jusqu'à ce que vous maîtrisiez le truc. C'est la même chose. Donc l'enjeu, vous voyez, il y a bien des enjeux spatiaux, et puis il y a tous ces éléments-là. Donc je ne vais pas vous les détailler, je vous ferai passer, si vous le souhaitez, le document. Mais conception, mise en œuvre, déploiement, et avant tout, quels sont vos besoins? Quelle est la technologie qui va répondre aux besoins qu'on a ensemble identifiés comme étant celui qui est le plus facile à satisfaire tout de suite avec un maximum d'impact pour que ça enclenche le reste derrière? Et à partir de là, on va travailler le scénario avec les professionnels que vous êtes, parce que moi je ne connais pas votre métier. Je connais la technologie, je connais la pédagogie de ces technologies, mais votre métier, je ne le connais pas. Donc on va vous faire découvrir ces technologies, ensuite on va affiner votre besoin, on va travailler ensemble le scénario, on va itérer pour faire en sorte que vous compreniez bien les tenants, les aboutissants, et une fois qu'on a fait le cahier des charges, on va trouver une entreprise qui va le développer. Et après on va itérer sur le développement. Ah oui, non, remarque, ça ne marche pas. Jusqu'à ce qu'on ait un produit fini, après on le teste dans la réalité et on recommence et ainsi de suite, et à la fin ça marche. Ça marche bien, ça procure du plaisir aux personnes, à ceux qui en sont les destinataires, à ceux qui les utilisent. Voilà. Pour nous, c'est comme ça qu'il faut faire. Nous, c'est ce pôle de compétences qui marche sur deux jambes. Une association qui s'appelle donc France Immersive Learning, qui est une association loi 1901 à but non lucratif. On n'est pas une start-up et on n'a pas pour ambition de faire partie du top 10 des levées de fonds de la BPI qui est publié toutes les semaines. Cette association, elle a été fondée par ces 6 grands acteurs qui ont tous identifié que ces technologies étaient des instruments puissants pour leurs activités et qui ont contribué à ce que ce pôle de compétences existe en le finançant.
Défi métier, pour tous les gens qui connaissent un peu le domaine de la formation, c'est le CARIFOREF d'Île-de-France. Donc il y a un CARIFOREF. Vous voyez ce que c'est les CARIFOREF? Donc c'est des groupes d'intérêt publics financés et par l'État et par la région pour assurer le bon niveau d'information et de distribution de cette information sur les questions emploi-formation du territoire régional. Il y en a donc un par région. Nous, le breton que je suis échoué à Paris a donc travaillé avec le CARIFOREF francilien. Donc cette association elle a grosso modo deux missions. La première mission, c'est de créer un cercle de confiance entre les entreprises françaises, les belles entreprises françaises, qui produisent des contenus, des solutions, des plateformes, okay, et de réunir dans cette association tous les gens qui ont des besoins. Les organismes de formation, les acteurs de l'insertion, mais aussi les prescripteurs, les associations, les fédérations professionnelles, voire des acteurs territoriaux. Une région dit, moi, ces technologies m'intéressent, je rentre dans l'association pour rentrer dans cette cercle de confiance et faire en sorte que dans les délais les plus courts possibles, on ait un vrai impact social et économique sur notre territoire parce qu'on déploie ces technologies sur un ensemble de sujets. Ça, c'est la première mission. Un cercle de confiance, le point d'entrée de deux écosystèmes qui ne se connaissent pas et qui ont besoin l'un de l'autre à partir du moment où les utilisateurs ont des projets. Et puis, ça, c'est le côté montebourgien dont je vous parlais tout à l'heure. On reviendra, si vous voulez, dans la conversation après sur les enjeux de souveraineté numérique. Mais en tous les cas, on est sur un domaine émergent sur toute la planète. Ma conviction, et on est beaucoup à la partager, Zuckerberg qui met 6 milliards, je ne sais combien de milliards de dollars, manifestement partage aussi cette ambition, ces technologies vont être le vecteur de notre prochaine existence numérique. Vous vous souvenez mon concept d'existence réelle, existence digitale tel que vous l'avez aujourd'hui? Voilà. Ça, c'est notre nouvelle dimension d'existence digitale. Il y a plein de films de science-fiction qui éclairent ça déjà depuis fort longtemps. Hein. Donc, entre l'impact sur les apprenants au sens large que j'ai évoqué tout à l'heure, les possibilités de massification. On est aujourd'hui sur un marché de niche. Demain, l'objectif, moi j'aime bien fixer comme deadline les Jeux Olympiques 2024 ou 2025, on va voir s'ils décalent, okay. Parce que les Jeux Olympiques seront nécessairement profondément digitaux. On ne va pas pouvoir tous assister aux Jeux Olympiques, on va les regarder à la télévision, mais ils vont nous produire tout un tas d'autres outils d'interaction. Je pense que les dimensions immersives seront un élément important de l'offre de valeur des Jeux Olympiques, à condition que le COJO se saisisse aussi de ce sujet-là. En tous les cas, mettons-nous ça comme jalon iconique. D'ici là, il va y avoir des centaines, des milliers de casques de contenus qui vont être déployés en France dans les organismes de formation, mais chez vous aussi. On a donc, avec cette filière émergente, un potentiel de création de valeur, mais aussi d'emplois directs dans les entreprises qui produisent ces solutions, et d'emplois indirects si effectivement ces technologies impactent considérablement la transmission des compétences, l'adaptation des compétences à l'évolution des activités de production et de services. Donc on a une filière, à mon avis, qui est éminemment stratégique, et l'association France Immersive Learning est là pour porter auprès des acteurs publics et des grands acteurs cette ambition d'être en capacité, dans les années qui viennent, de créer une filière d'excellence française de l'usage et de la production de ces technologies. L'autre jambe, c'est l'Immersive Learning Lab, qui est une entreprise qui n'a qu'un seul actionnaire, propriétaire, c'est la personne morale association. Donc c'est bien une entreprise avec des collaborateurs, c'est là où sont mes collaborateurs, avec des locaux, des charges, comme toutes les entreprises, et qui est là pour produire les solutions qui permettent de passer à l'échelle, mais aussi d'apporter le conseil que nous estimons être absolument nécessaire à ce stade. Dans 10 ans, probablement qu'il faudra qu'on ait shifté d'activité. Aujourd'hui, c'est ce que j'ai essayé de vous démontrer. Le vrai enjeu, c'est effectivement l'accompagnement des acteurs à se saisir des technologies et à les mettre en œuvre de manière qualitative dans leurs organisations. Donc l'Immersive Learning Lab, c'est un lieu à Paris, qui est moins fréquenté évidemment en ce moment, où on présente toutes les technologies, tous les casques, toutes les expériences, peu ou prou, tout ce qu'on peut présenter, de façon à ce qu'il y ait une espèce de showroom permanent de l'état de l'art actuellement, en particulier avec ce que produisent les entreprises membres de France Immersive Learning. Je crois que j'ai oublié la slide pour vous les montrer, mais c'est pas grave. Et donc, valoriser les savoir-faire français. C'est évidemment une équipe pluridisciplinaire, et je vais vous en parler pour que vous compreniez bien comment on se positionne. Et puis c'est surtout des convictions. Okay. On n'est pas une start-up
J'ai aucun problème avec les startups, avec les entreprises, avec le modèle économique capitaliste. On ne va pas attaquer ce type de discussion, mais je n'ai pas de problème. Je pense que si on veut aller vers ces objectifs de massification des usages et de création d'une filière d'excellence française de l'immersive learning, on a besoin d'accompagner les usages et les déploiements des usages de ces technologies. Okay. Et c'est cette conviction qui est à la base de notre activité. C'est pour ça que l'Immersive Learning Lab, on le définit aujourd'hui comme étant la fabrique des usages, le lieu où on sait comment est-ce que ça va se passer et comment il faut faire pour que ça se passe bien. Et ces deux branches, l'association qui fédère et qui réunit, le lab qui produit le conseil et la formation des professionnels à l'usage, créent ce qu'on a appelé un pôle de compétences. Alors l'équipe aujourd'hui, on est une petite équipe, c'est pour ça qu'on est tous directeurs, autant faire plaisir à son ego, vous voyez, ça ne va pas durer, mais voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 5 profils à ce stade qui sont extrêmement complémentaires et qui sont tous des experts dans leur domaine et qui évidemment partagent cette conviction que je vous ai exprimée. Donc on a un expert qui vient du domaine de la culture, et c'est important la culture. Aujourd'hui, les acteurs du domaine de la culture, Arte 360 par exemple, et tous les coproducteurs français qui sont multi-récompensés sur toute la planète, inventent ces nouvelles narrations. Je vous ai expliqué rapidement tout à l'heure que le fait d'être à 360, ça change toute la narration, puisque vous êtes au milieu de la scène, donc vous n'avez pas une équipe technique qui est derrière, enfin vous voyez tout ce que ça implique, quoi. Donc, Jean fait partie de ces experts de la culture dont on a besoin pour nourrir des expériences plus pragmatiques, plus opérationnelles, de la formation par exemple, et se nourrir du monde de la culture et de ce qu'ils ont pour mission d'inventer. Je me positionne, si vous me permettez, comme expert de l'éducation et de la formation. Louis a travaillé très longtemps pour de très grands industriels. C'est donc un expert du monde de l'industrie. Et par exemple, il travaillait pour Ariane et Airbus à modéliser en réalité virtuelle, dans des caves ou avec des casques, les ateliers de production et surtout les postures et les chemins des personnes pour faire en sorte que ça soit réellement efficace avant même que le dispositif soit construit. Donc on a un vrai expert de l'industrie qui a cette triple compétence qui est très rare aujourd'hui, les métiers de l'industrie, la réalité virtuelle et la transmission de compétences. On vient d'accueillir Laureline, qui elle est une infirmière, qui est une des personnes du domaine de la santé les plus avancées que je connaisse sur l'usage raisonné efficace des dispositifs de technologie immersive dans le domaine de la santé. Pour la formation des chirurgiens, mais pour la formation des personnels soignants, pour la formation des personnels de nettoyage. Aujourd'hui, il y a des vrais enjeux. Et comme toutes les activités d'entretien sont décentralisées, enfin, c'est pas comme ça qu'on dit, comment est-ce qu'on dit, transférées des sociétés privées et puis exécutées en interne, il y a des savoir-faire et des règles qui se perdent. Enfin, donc on a une vraie experte du domaine de la santé, et puis Mouhamadou, qui est un formidable développeur, qui nous fait tous les protos qu'on a besoin de faire pour vérifier que ce qu'on pense va marcher à un coût raisonnable. Donc aujourd'hui, on se positionne comme le bras armé de l'association avec ses ambitions, accélérer les usages en France, développer de la valeur et de l'emploi, faire une filière d'excellence française de l'immersive learning. Et cette association s'appuie sur cette équipe d'experts qui fait du conseil, de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, de la formation de formateurs ou de professionnels à apprendre à utiliser ces technologies et de l'accompagnement sur site de façon à ce que vos premières opérations, on les fasse ensemble pour que vous soyez sécurisés et que la première usage soit un succès et que vous acquériez petit à petit l'agilité nécessaire pour que vous tiriez pleinement profit de ces formidables technologies. Et j'en ai terminé pour mon monologue et je serai très heureux de répondre à vos éventuelles questions. S'il vous plaît. Donc pour ma part, je suis convaincue effectivement des apports. On utilise déjà de la réalité virtuelle sur des domaines industriels pointus, la maintenance, le nucléaire. Donc sur ces volets-là, il n'y a pas de souci. Ça marche plutôt bien, même si c'est difficile de faire adhérer tout le monde à ces projets-là, quoi. Mais bon, ça s'entend et ça se comprend. On a un autre type de public dans le lycée où je suis, qui va être de plus en plus prégnant. Ce sont les jeunes qui sont en situation de handicap, qui aujourd'hui peuvent accéder au lycée professionnel, et tant mieux.
Et je me posais la question de savoir si ça pouvait être un plus pour eux. Alors, quand je parle de handicap, je parle surtout là de handicap cognitif. Hein. Est-ce qu'on a des retours? Est-ce qu'il y a aussi des expériences qui diraient que finalement ce type d'immersion poserait des problèmes médicaux? Ou au contraire, parce que vous parliez tout à l'heure d'Alzheimer et ça a l'air d'être plutôt, alors, c'est pas non plus, comment dirais-je, sûr à tous les coups, etc. On voit une propension à ça, mais est-ce qu'il y a déjà des restrictions pour des pathologies qui fermeraient cette piste de travail avec ces jeunes? Parce que moi, j'y vois plutôt un levier intéressant pour les mettre au travail et les accompagner, quoi. Alors, je ne l'ai pas précisé, j'aurais dû. Dans les 6 fondateurs que vous avez perçus, il y a la GFIP, qui est donc l'organisation chargée d'accompagner les personnes en situation de handicap vers l'emploi, dans le secteur privé. Donc, dans nos convictions, on a évidemment celle qu'on a là, avec ces technologies, des vrais leviers qui changent les règles du jeu en ce qui concerne les personnes de situation de handicap. J'ai parlé tout à l'heure des outils de sensibilisation. On a des très bons outils de sensibilisation. Donc là, ce n'est pas pour les personnes en situation de handicap, mais pour les personnes qui vont travailler ou recevoir des personnes en situation de handicap, on a des outils de sensibilisation qui commencent à être absolument remarquables pour changer le regard sur le handicap. Voilà. Ça, par exemple, c'est assez facile à faire. Ce n'est qu'un enjeu de qualité, en fait. Voilà. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on se donne du mal pour faire quelque chose de vraiment bien? Donc ça, pas de souci, il y a déjà des choses qui existent, c'est plutôt pas mal. Le problème du handicap, c'est que la boîte est un peu grande. Donc il y a des handicaps cognitifs, il y en a plein de sortes. Il y a des handicaps physiques, il y en a plein de sortes. Donc il faudra essayer de segmenter un peu pour pouvoir avoir des réponses un peu précises. Vous me demandez s'il y a des contre-indications. On est sur une technologie qui est avant tout visuelle. Donc si on a affaire à un handicap des personnes qui ne voient pas ou très peu, ça ne va pas être facile. Et encore, je vous parlais tout à l'heure du son ambisonique. Okay, qui permet de spatialiser le son. On peut faire déjà beaucoup de choses avec ça. Il y a d'ailleurs une très belle expérience gratuite sur tous les stores, accessible avec le casque à 200 € que je présentais tout à l'heure, qui est plus fabriqué, mais enfin, on va en trouver, qui raconte l'histoire d'une personne, d'un adulte qui devient aveugle, d'un journaliste en fait, qui devient aveugle parce qu'il est atteint d'une maladie importante et qui va rédiger des carnets, c'est un Américain, le livre est très célèbre, il va rédiger les carnets de son voyage vers non pas le monde du silence, mais la perte de la vue. Et il y a une très belle entreprise française qui s'appelle Novelab qui a transposé ça dans une expérience de réalité virtuelle. Ça s'appelle Note on Blindness, c'est-à-dire des carnets de notes sur je deviens aveugle. Où pour le coup, il y a très peu d'images en fait. Comme il devient aveugle, toutes les images sont suggérées par des petits points et tout se passe avec le son. Voilà. Et on apprend beaucoup de choses par le son. D'ailleurs, peut-être que vous écoutez la radio dans votre voiture ou chez vous. Vous voyez bien que le média radio, qui est quand même un média centenaire, nous apporte beaucoup d'informations, beaucoup de sensibilité, on parle toujours du non-verbal et de la nécessité de faire de la visio pour voir les regards des gens et décrypter le non-verbal. Ok, le non-verbal, quand on n'avait pas de visio, on le faisait au téléphone, ça marchait très très bien. Donc le son est un instrument puissant. Donc même pour les personnes aveugles, il y a des choses à faire, mais c'est clairement pas le plus facile. Sur des gens qui ont des troubles cognitifs, a priori, il n'y a pas on peut mettre, si vous me permettez, je ne suis pas sûr que je ne suis pas un spécialiste du sujet, je ne voudrais pas faire de gaffe, mais si on met l'autisme, par exemple, qui est un vrai sujet en réalité virtuelle, dans la dimension de troubles cognitifs, okay, qui est bien plus vaste que juste le spectre de l'autiste, il y a des vraies solutions aujourd'hui de réadaptation, de gestion. Les autistes, ils ont souvent des problèmes de lumière, la foule, le bruit, la focalisation. Voilà. Donc toutes ces technologies, on arrive à petit produire des environnements qui permettent de travailler sur justement ces comportements qui les handicapent dans une relation sociale. Donc là, il y a des choses qui marchent, il y a des études qui sont en place. Il y a un programme en France dont je connais les responsables, en particulier vers l'université, qui serait très intéressant d'augmenter avec ces technologies. Le seul, mais c'est la même chose que ce soit avec des personnes en situation de handicap ou avec des personnes ordinaires, c'est qu'il faut faire ça avec méthode et professionnalisme. Donc on ne prend pas quelqu'un qui a des troubles cognitifs et on ne lui met pas un casque sur la tête en disant on va voir ce que ça fait, quoi. Vous voyez ? On travaille avec des professionnels et on met en place un protocole, ça ne veut pas dire administratif ou rigoureux, mais on fait attention à ce que les choses soient faites dans les règles de l'art pour que si ça réagit pas, si la personne ne réagit pas comme on espérait qu'elle réagisse, elle ne se retrouve pas et les personnes qui l'accompagnent en difficulté non plus. Ça, c'est juste de l'anticipation.
on a un dispositif de formation qui est dédié à ça, qu'on appelle professionnalisation de la médiation. Parce que ce soit des personnes en situation de handicap ou pas, moi, ça me paraît déraisonnable de mettre un casque de réalité virtuelle à tout à chacun. Peut-être en fait que vous avez affaire à une personne qui sort d'une dépression et qui prend des médicaments qui sont un peu forts. Peut-être que vous avez affaire à une personne épileptique. Il va falloir trouver le moyen de lui demander ça délicatement. Enfin, vous voyez, il y a plein de prérequis. Peut-être que vous avez des personnes qui sont très sensibles au vertige, à la foule. Enfin, il y a nécessairement, avant de mettre un casque, comme je te pousse, une préparation et une interrogation des gens à faire avant. Il faut être très attentif pendant l'expérience pour vérifier que ça se passe bien et que les gens ne perdent pas l'équilibre, ne se cognent pas. Enfin, il y a une surveillance active à mettre pendant. Et puis, il y a des personnalités qui, quand ils retirent le casque de réalité virtuelle, ont besoin de quelques minutes pour reprendre pied dans la réalité. Ça dépend de ce qu'on leur a proposé, mais voilà. Donc il faut aussi être prêt à récupérer les gens à la sortie. Il faut faire les choses avec professionnalisme. Pour les personnes en situation de handicap, et en partie cognitif, c'est la même chose. En tous les cas, clairement, il y a des vrais outils. Enfin, le champ des possibles mérite terriblement d'être investigué. Et sur les questions de l'autisme, il commence déjà à être bien défriché. Oui, bonjour, Denis Poulain de l'AFPA, donc directeur de projet. Et je travaille principalement dans le domaine industriel et j'ai eu l'occasion de construire des projets de formation qui incluaient toutes ces technologies sur divers projets, certains avec Eureka. Je voulais vous interroger sur un volet dont je n'ai pas entendu parler dans vos exposés et qui nous est cher. C'est que sur les projets sur lesquels on a travaillé, j'ai souvent associé des psychologues dans le travail que l'on faisait sur la conception de ressources qui s'appuyaient sur des outils numériques. Alors que ce soit dans le domaine de l'orientation d'ailleurs, avec Eureka on a développé quelques produits qui travaillaient sur comment appréhender un environnement. Donc on travaille sur les transactions entre l'individu et l'environnement, pour que ce soit un environnement nucléaire, un environnement éolien, un environnement industriel, pour que les personnes puissent s'orienter en se positionnant aussi dans l'environnement, pas seulement par rapport au métier. Donc ce travail sur les transactions a été fait avec des psychologues du travail. Mais plus globalement, le psychologue travaille aussi sur le lien fort qui va être créé au niveau personnel entre l'individu et l'outil et les technologies qu'il va utiliser. Donc je voulais savoir si dans votre équipe, ce volet-là, le volet psychologique, était intégré et si oui, comment ? Dans l'état, la réponse est non. En tous les cas, pas de la manière d'un professionnel psychologue, qui serait... après, notre équipe, elle est aussi contrainte au niveau de l'entreprise par les ressources qu'on arrive à générer. Vous avez remarqué, je n'ai pas d'assistance administrative et comptable, par exemple. Pourtant, j'aimerais bien, ça me ferait gagner, ça me permettrait de me libérer sur autre chose. Voilà, donc on a aussi une contrainte de réalité qui s'impose à nous. Je pense que c'est un point d'entrée effectivement tout à fait intéressant. Je connais des entreprises qui s'appuient souvent sur des doctorants ou des thésards qui sont justement dans ce domaine pour venir avoir cette double activité d'apport de connaissances de type psychologie et en même temps mener des travaux de recherche, pardon. Je pense que on est là sur des profils qui sont très très rares parce que si on veut être en capacité de faire ce que vous dites, et ça me paraît très, très intéressant et probablement tout à fait nécessaire, en tous les cas dès que possible, il faut qu'on arrive à trouver ce qui compose les membres de l'équipe, enfin cette particularité qui compose les membres de l'équipe, c'est une parfaite connaissance des technologies immersives, donc ça veut dire avoir passé beaucoup de temps, avoir essayé beaucoup de choses, une compétence métier, okay, et puis ensuite cette espèce de compétence, on va dire pédagogique, qui est un peu large, mais en tous les cas, d'adaptation de cette compétence métier à des environnements d'apprentissage, puisque c'est là-dessus qu'on travaille principalement, quoi. Ça, je pense que ce sont des profils très très rares. Je serais ravi d'avoir les moyens de pouvoir recruter un psychologue qui adore la VR et qui vient nous donner cette compétence supplémentaire. Mais là, aujourd'hui, je dois vous répondre que je n'en ai pas les moyens. Mais demain. Quel pourcentage de temps passé en réalité virtuelle vous estimez dans un cursus de formation? Est-ce qu'on doit faire ces 10%, 20%, 50% ou c'est vraiment à la marge ou
la principale activité que devraient faire les élèves? Je pense qu'il y a deux façons de répondre à la question, et votre question est difficile. Commençons par la deuxième. Okay. Ben, ça dépend. C'est comme ça, c'est réponse de Normand, on dit, hein, c'est ça, ça dépend. Ça dépend du sujet, en fait. Y a pas de, je pense qu'il n'y a pas de règle. Voilà. La règle, c'est quel est l'objectif, quel est le besoin, et en quoi l'usage de l'une ou l'autre de ces technologies va réellement apporter de la valeur pendant le processus. Et c'est là où on saura si 10% suffit, ou si, pour le coup, si c'est 50%. Donc je pense qu'il n'y a pas de règle. On peut prendre la question dans l'autre sens et dire combien de temps aujourd'hui on peut mettre les gens en réalité virtuelle. Parce que pour le coup, si on dit qu'il faut faire 30% et que ça correspond à 6 heures et que les personnes ne peuvent pas tenir 6 heures, d'ailleurs personne ne fait 6 heures d'affilée, sauf des gens qui font des challenges. Donc là, je peux plus facilement répondre moins que, enfin, autre chose que ça dépend. La réalité virtuelle, c'est comme le footing. Quand vous commencez le footing et que vous n'avez pas fait depuis longtemps, vous courez 10 minutes et vous commencez à pleurer vos jambes, votre souffle et tout ça. Et 6 mois après, vous commencez à faire du 10 km, du 20 km. Donc la réalité virtuelle, c'est un peu ça. Plus vous en faites, plus vous passez du temps dedans. Raisonnablement, dans la situation actuelle, on va plutôt préconiser des immersions courtes pour pouvoir alterner justement réalité, virtualité et en tirer profit dans les échanges qui se font à la suite. Voilà. Donc 5, 10, 15 minutes. Et en même temps, c'est assez étonnant parce que c'est pas tout à fait la bonne approche du sujet, parce que lorsque vous êtes en réalité virtuelle, votre rapport au temps change complètement. Votre rapport à la réalité change, donc votre rapport change. Quand on propose une expérience, une visite qui va durer une quinzaine de minutes, quand elle est vraiment bonne, les gens ils retirent le casque, ils disent oh, ça fait déjà 15 minutes, j'ai l'impression que ça a duré 5. Voilà. Donc le rapport au temps est assez différent. En termes physiologiques, donc vous l'avez compris, moi je joue aussi, et puis je regarde des films, et je regarde des documentaires, je passe beaucoup de temps en réalité virtuelle. En termes de physiologie, 1 heure, 2 heures ne pose pas de problème particulier. Je ne crois pas que ça abîme mes yeux, ils étaient abîmés bien avant, et pour l'instant ça va. En termes d'émotion, alors sauf à vous mettre des trucs qui vous font peur et accélérer le rythme cardiaque, enfin, avoir des attitudes déraisonnables, c'est toujours pareil, la technologie c'est qu'un média, quoi. Donc il y a des gens qui sont raisonnables, d'autres qui ne le sont pas, et si vous êtes raisonnable, il n'y a pas d'impact particulier. Après, très clairement, on est sur des usages qui sont nouveaux, donc on n'a pas des études sur 5 ans, sur vous voyez, 600 personnes, donc on n'a pas ces informations-là. Moi je pense qu'il n'y a pas de... il n'y a pas vraiment de contre-indication, si ce n'est la raison et la progressivité de la pratique. Voilà. Comme pour du footing. Voilà. Vous n'allez pas vous faire un marathon alors que vous avez couru que 3 fois la semaine dernière. Donc vous allez mourir. Donc c'est la même chose en fait. Faisons les choses de manière progressive et plus ça va, plus on est agile et moins on voit le temps passer. Voilà. Et en termes de physiologie, si cette question était en arrière-plan, on n'a pas nécessairement de recul. En tous les cas, on n'a pas de gros spots qui disent ouais, attention, danger. Il n'y a pas de retour comme ça. Danger, oui, si vous faites n'importe quoi et que vous mettez un casque n'importe comment à n'importe qui en lui faisant faire des choses qui font peur, qui donnent le vertige, qui font tomber. Voilà, mais ça, on est sur des comportements qui ne sont pas professionnels. Si je réponds à votre question. En fait, mettre des casques, et la prochaine fois, je viendrai avec des casques de réalité virtuelle, parce que d'un coup, ça suscite plus de questions. Il faut, pour faire de la réalité virtuelle, il faut faire de la réalité virtuelle. Ok, écoutez, j'espère que je vous aurai apporté des éléments de réflexion. Je transmettrai aux organisateurs le support, si cela vous intéresse. Et puis évidemment, si jamais vous avez des velléités, des projets, n'importe quelle question, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. On se fera un plaisir de vous renseigner. Belle journée.